Après les événements de mardi dernier ayant renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta et des moments d'euphorie à la place de l'indépendance vendredi après-midi, tous les regards se tournent à présent vers la junte militaire, auteur du coup de force structuré désormais en comité, le CNSP, le Comité national pour le salut du peuple, qui promet une rapide transition conduite par un civil ou un militaire. Alors quel type de transition justement pour le Mali? C'est la question à laquelle on tentera de trouver des réponses adéquates tout en posant des diagnostics sur les grands contours de cette nouvelle situation sociopolitique au Mali. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Merci de votre constante fidélité et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre débat hebdomadaire sans langue de bois. Et pour débattre justement de cette thématique, j'ai l'immense plaisir de recevoir ici présent monsieur Abdul Karim Konaté qui représente le parti LMA. Bienvenue monsieur Konaté. Merci. Comment allez-vous? Ça va, bienvenue. Merci. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour l'invitation. Merci. Deuxième invité de ce plateau, lui, c'est Oumar Souri Traoré. Il est le président du Sésame. Entendez-là, le collectif de soutien aux efforts et à l'autorité de l'État. Bienvenue, monsieur Traoré. Merci. Et merci pour l'invitation, bien sûr. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et enfin, le troisième invité qui se trouve être un habitué pour être déjà venu ici dans ce studio depuis Mouribabou, d'où nous émettons. Lui, c'est monsieur Sibi, Mamadou Lamine Sibi. Il est le président du FPR. Le FPR, c'est le Front Populaire Républicain. Bienvenue, monsieur Sibi. Merci beaucoup, Diarra. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Bien, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'ores et déjà, la démission sous contrainte du président IBK était-elle prévisible 3 ans avant la fin de son mandat, monsieur Konaté? Avant de répondre à la question, j'aimerais saluer les téléspectateurs, remercier les invités qui sont avec moi. Les co-débatteurs. Les co-débatteurs et vous-même. Merci. La question, c'est est-ce que c'était prévisible 3 ans avant? 3 ans avant, ce n'était pas prévisible. C'est ça la question. 3 ans avant, on peut pas, personne ne pouvait s'imaginer que ça allait se terminer comme ça parce que avant les élections, le président IBK, à un moment donné, était désavoué par une couche sociale, d'où il a su renverser la tendance avec le slogan « Boitable marché Fakata ». Parce qu'on parlait plus « Boirabla, Boirabla ». Mais on ne pensait pas que ça allait se terminer avec un coup d'État à l'époque, mais il a su renverser la tendance avec l'élection présidentielle, même si certaines couches aussi n'ont pas accepté les verdicts à un moment donné. Mais après le dialogue national, le gouvernement qui a été mis en place a su rassembler à un moment donné. Donc à l'époque, on ne peut pas dire qu'on pouvait s'attendre à cet événement. Alors ça c'est bien noté, je me tourne assez rapidement vers M. Traoré pour lui demander si toutefois, oui, c'est vrai que les manifestations ne faiblissaient pas comme on le voyait à travers les différents meetings du M5 RFP. Alors au vu de toutes ces manifestations-là, est-ce qu'on pouvait s'attendre à un renversement du régime d'IBK en l'espace de quoi? En l'espace d'une journée, on va dire. Oui, bon, comme on le dit, pouce-pouce s'arrête au mieux. Moi, je pense quand même que c'était prévisible. C'était prévisible parce que je dirais que plus de la moitié n'était pas d'accord avec lui. Le pays était, je dirais, très mal géré. Il y avait beaucoup plus de tensions que de cohérence dans tous les faits du gouvernement. Donc, il y avait vraiment plus de mécontents, je dirais, plus de mécontents. Voilà, donc vraiment c'était prévisible, c'était vraiment prévisible et nous devons vraiment remercier le bon Dieu parce que ça se réalise comme ça sans pour autant qu'il y ait le moindre sang versé, ça c'est vraiment parce que le pays est un pays béni quoi. Moi j'appelle ça comme ça. Et puis quand je voyais aussi cette foule immense qui était au bord des goudrons qui accompagnait les militaires et y compris le président et
le Premier ministre à bord de 4x4, j'étais très ému, mais j'étais d'une part aussi satisfait parce que je me dis qu'on a un peuple peut-être civilisé. Parce que peut-être ailleurs, on aurait même agressé ces véhicules, n'est-ce pas, pour faire sortir le président et le Premier ministre pour peut-être leur faire du mal. Mais les gens ont seulement manifesté leur joie, n'est-ce pas, et les ont accompagnés jusqu'à Kati. C'est là où ils se sont débarrassés de la foule pour les amener à Kati. Donc je dirais que c'est une leçon pour les Maliens. Certes, ce n'est pas une première fois au Mali qu'un président démocratiquement élu soit contraint de démissionner. Ce n'est pas une première. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que les Maliens doivent faire attention. Comme on le dit, l'expérience est dans. Oui, absolument. Voilà. On aura l'occasion d'approfondir le débat au cours de ces prochaines 55 minutes, si j'ose dire. Alors, je me tourne forcément vers M. Sibi. Lors de votre dernier passage sur ce même plateau, vous sembliez dire que IBK devrait prendre de la hauteur. J'ai bien retenu ce passage-là de vous. Alors, il n'a pas su être justement à cette hauteur jusqu'à ce que les militaires viennent le renverser? Malheureusement non. Malheureusement non. Parce qu'effectivement, pourquoi c'est bien de le rappeler. Oui, absolument. J'avais demandé quand même au président de la République bien de la hauteur. Parce que lui, il est quand même là. Il était là 7 ans durant. Les raisons pour lesquelles il a été voté massivement par les Maliens, c'est l'espoir qu'on a placé en lui a été déçu. Et donc, lui, il devrait tirer toutes les conséquences et comprendre que, bon, quand ça ne va pas, parfois il faut savoir partir. Ce serait sage, bien entendu, de sa part. Et peut-être qu'on n'aurait pas à vivre, je dirais même pas peut-être, on n'aurait pas à vivre ce qu'on vient de vivre, qui est quand même, ne nous voilons pas la face, humiliant pour lui. Hein. Si ça c'est le couronnement d'au moins 30 ans de carrière politique, eh bien que Dieu nous en garde. Donc c'est en cela que moi je lui avais demandé d'avoir de la hauteur. Oui, absolument. Surtout que l'on sait aussi qu'il a eu beaucoup d'honneur dans ce pays-là de par le passé. Il a été conseiller diplomatique du premier responsable politique de ce pays, enfin institutionnel, le président de la République, Alpha Oumar Konaré. Il a été ambassadeur de ce pays auprès d'un État frère. Il a été ministre. On lui a voté, il a été député à l'Assemblée nationale, et président de l'Assemblée nationale. Donc que d'honneur rendu. Donc en cela, si on vous vote pour que vous soyez président de la République et que 7 ans après, surtout dans une situation exceptionnelle où le Mali est en train de sombrer, je crois que quand le peuple vous demande de rendre le tablier, il serait beaucoup plus honorable d'obtempérer que de faire la tête dure. Malheureusement, c'est ce deuxième choix qu'il a fait. Excusez-moi, monsieur Sibi, le refus d'obtempérer, comme vous le dites, réside fondamentalement dans le fait qu'il soit élu de façon démocratique, d'où toute la problématique. Vous savez, la démocratie, j'aime à le dire, il est élu de façon démocratique. Ça lui confère quoi? La légitimité. Qui donne la légitimité? C'est les masses. Et quand vous n'êtes plus légitime, il faut tirer les conséquences politiques. D'accord. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai connu au moins un président, sinon plus, qui a été à peu près dans la même situation, c'est-à-dire que décrié par son propre peuple, qu'il avait élu auparavant, démocratiquement aussi, mais il a tiré, comme je l'ai dit, les conséquences politiques et il est parti. Et par la grande porte. Par la grande porte. Et c'est ce même peuple, parce que ce tact a fasciné le peuple. Donc l'aversion qu'on avait pour lui s'est transformée en amour. Et c'est ce même peuple qui s'est levé encore pour demander son retour. Et il est revenu.
Il est même décédé au pouvoir. Oui, je reviens assez rapidement à M. Konaté. Déjà, il y a beaucoup de divergences de points de vue sur la terminologie ou, si vous voulez, l'appellation. La junte même est un peu hystérique à l'appellation coup de force. Était-ce un coup de force ou une démission? Konaté. Bon, par rapport à la question, avant de répondre à votre question, oui. Je pense que la question que vous me posez, c'était est-ce que c'était prévisible il y a 3 ans? Oui. Voilà, prévisible il y a 3 ans, j'ai dit que ce n'était pas prévisible. Mais 1 mois, 2 mois, 6 mois avant, là, si, par rapport à la logique de Sibi, le président Ibeka, j'avais l'habitude de le dire, il avait un problème de timing. Les actions qu'il posait étaient toujours en retard par rapport aux événements. Donc, depuis que ce jour, je l'avais dit, j'ai dit que ça va finir en ça. Tant qu'il n'aura pas à se ressaisir, à prendre la hauteur, comme Sibi a dit, parce que il faut qu'en tant que chef d'État, tu dois anticiper sur les événements. Mais si tu agis comme un pompier pour faire éteindre le feu, continuellement, tu ne peux pas continuer à éteindre le feu. Forcément, il y aura un moment où les produits chimiques qui te permettent de pouvoir éteindre le feu, il y aura une rupture. Et c'est une rupture qui lui a coûté très cher aujourd'hui. Donc, depuis les événements de M5, on pouvait prévoir que ça allait se finir à ça. Mais ça allait se finir à quoi? Coup d'État ou la démission. Je pense que c'est le mouvement, la population arrivait à un moment à lui demander de démissionner, de rendre le tablier que lui-même il démissionne. Quand lui-même il prend la décision, voilà, j'ai reçu une lettre, j'ai reçu une révolution, un soulèvement dans mon pays, là je démissionne. Là on peut pas parler de coup d'État. Même si... Donc pour vous résumer, c'était même si aujourd'hui, même si aujourd'hui, on est en train de jouer sur les mots, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est les termes seulement qu'on veut changer, mais l'esprit c'est quoi? L'esprit du coup d'État, c'est l'intervention de l'armée. Quand on parle de l'armée, l'armée a toujours de l'arme. Quand on essaie de voir l'image qu'on a vue, l'armée qui est venue le prendre, l'amener au camp, et c'est à la suite de cela qu'il a démissionné. Donc la démission, c'est pour mettre de la forme de ce que la CEDEAO nous a appris en 2012. D'accord. Donc moi, c'est un coup d'État. Ni plus ni moins. Ni plus ou moins un coup d'État parce que l'armée a intervenu. D'accord. Donc vous représentez un parti qui est assez connu dans ce pays, ILMA. Est-ce que de façon officielle, vous aviez condamné ce qu'on appelle coup d'État? Est-ce que vous l'aviez condamné ou plutôt cautionné? Le parti ILMA s'est inscrit dans cette logique bien avant ces événements. C'est pour cela que les gens nous demandaient quelle était la position du parti ILMA. Mais sauf que vous n'aviez jamais pris part aux manifestations du M5 RFP. Pourquoi on n'a pas jamais rejoint le M5 RFP? Pourquoi on n'a pas participé à ça? Parce qu'il faut connaître quand tu parles, il faut faire la genèse de la chose. C'est ce que nous, c'est pour ça que je dis que 1 mois, 6 mois, 1 an, c'était prévisible. C'est parce que nous, tu ne peux pas prétendre être républicain, parler de la démocratie et parler de coup d'État. Donc nous, on a condamné le coup d'État parce que pour nous, c'est un coup d'État. Même si nous partageons la souffrance, nous connaissons que le pays était mal géré, on arrivait à un moment où le président n'était plus un président de pouvoir gérer, de pouvoir prévoir, mais il était là en tant que pompier. Donc nous avons condamné cela, mais nous savons que la population était arrivée à un moment donné qui ne pouvait plus tenir. Et le pays, on ne peut pas dire que... c'est pour ça que quand j'écoutais le porte-parole hier, il disait qu'en parlant de coup d'État, il faut que l'État existe, que l'État n'existait plus. Donc, c'est pour cela qu'il faut encore une fois de plus éviter de jouer sur le mot. En réalité, le parti ILMA a condamné le coup d'État. Officiellement. Officiellement, on a fait un communiqué, nous condamnons le coup d'État, nous nous inscrivons dans la souffrance, dans la mauvaise gestion du pays qui nous a conduit à ça, quelque chose que nous pouvons éviter
si on ne pas D'accord, monsieur Traoré, merci monsieur Traoré, vous qui défendez entre guillemets les valeurs républicaines, les institutions de l'État. J'imagine que vous aviez condamné ce coup de force. Et puis est-ce que quelque part ce n'est pas la grande machine démocratique malienne qui semble être grippée pour avoir connu 4 coups d'État? Bon, moi je commencerai par le rejoindre. D'abord on dit coup d'État, pourquoi? Parce que qui parle d'État fait allusion aux institutions, naturellement, n'est-ce pas? Et de nos jours, à ce que je sache, aucune institution ne fonctionne. Donc ça veut vouloir tout simplement dire que c'est un coup d'État. Et le Sésame condamne ça fermement. Fermement, d'accord. Parce que c'est comme si c'est nous-mêmes qui construisions une maison et nous la défaisons pour dire encore que l'architecture n'était pas à la hauteur, ou c'est une régression pour le pays. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'incombe, c'est-à-dire cette situation, nous sommes tous comptables dans cette situation. En Benodo, comme on dit en Bamanakan. Parce qu'en réalité, la politique, disons la politique a une connotation très péjorative chez nous, ici. Donc, et les Maliens la perçoivent vraiment de manière très très mauvaise, je dirais. N'est pas donné à qui de faire la politique. C'est nous qui votons pour eux, c'est nous qui octroyons les pouvoirs aux gouvernants. Il faut que le Malien comprenne cela. Aujourd'hui, la situation qui se pose, pour moi, chacun des Maliens doit faire son mea culpa, s'asseoir et puis réfléchir. Si tu vois que Diarra, de nos jours, Ibeka a fait 2 mandats, c'est parce que les Maliens ont voté pour lui 2 fois. Ça, c'est clair. Bon, sauf qu'il n'a pas achevé son 2e mandat, quoi. Vous dites qu'il a fait 2 mandats. Et la faute nous incombe encore. Parce que c'est comme si on avait dit oui et puis dire non à la fois. Oui, mais justement, voilà. Est-ce que c'est en cela qu'il ne faudrait-il peut-être pas récriminer le peuple lui-même? Bon, moi je pouvais comprendre que le M5 fasse de son combat le plus légitime, par exemple, nos manières de voter. Il faut que le Malien change de comportement. Ça, c'est inadmissible. Il est impératif que nous changions de comportement. Nous qui sommes le peuple. Parce que c'est nous qui leur octroyons le pouvoir. La politique, c'est comme on le dit en Bambara, Malangulunko de Doyan. Malien Bamneteno. Pour la petite histoire, lors des élections législatives, quand j'ai été pour voter, j'ai vu une connaissance, je lui ai demandé, n'as-tu pas vu encore ton bureau de vote? Il dit non, j'attends le plus offrant. J'étais ébahi. J'étais ébahi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut bien te donner qui vaut mieux que ton peuple, qui vaut mieux que ton pays? Donc, nous devons vraiment nous poser cette question. Nous devons savoir, les Maliens doivent savoir de nos jours que c'est nous qui sommes la force. D'accord. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Alors, monsieur Sibi, vous qui êtes responsable d'un parti politique, même si c'est un parti jeune, quand même, il faut aussi le signaler sur ce plateau, le FPR. Est-ce que vous avez fait une condamnation officielle? Et est-ce que aussi cette question lancinante, cette question récurrente, est-ce que c'est pas plutôt le mirage à la place de l'ancrage démocratique auquel on assiste dans ce pays depuis 91-92? Excellente question. Bon, sur la question de communiqué, nous n'avons pas fait de communiqué. Nous n'avons pas condamné le coup d'État. Quand bien même c'est un coup d'État, c'est très clair. Vous savez, le Front populaire républicain, c'est le parti de la rupture. Au Mali, je crois, on avoisine les 200 partis. Oui. On est d'accord. Oui. Si nous, on n'est pas capable, officiels. Si on n'est pas capable de montrer des originalités, la création du Front populaire républicain n'aurait pas de sens. Je m'explique. En fait, nous ne sommes pas dans ce jeu de posture politicienne. Nous condamnons pas, essayer de rester dans le déni. Nous sommes dans le réalisme politique. C'est-à-dire que le seul thermomètre que nous avons, c'est ce thermomètre-là qui prend la température sur le terrain.
pas à partir de nos bureaux, dans nos grandes villas ou bien à l'extérieur, dans les cercles fermés. Nous sommes avec le peuple. Nous savons que le peuple vit, bien évidemment, les affres de ce système depuis le 8 juin 1992. Donc, tant que l'État ne prendra pas ses responsabilités, tant que l'État légitime ne sera de retour, nous assisterons malheureusement. Pour d'autres, nous participerons malheureusement à des coups d'État. Dans ce pays. Bis repetita, je vous le dis. Parce que tout est une question de responsabilité. C'est ce système démocratique qui a pris son envol le 8 juin 1992 qui a échoué par la faute de ses géniteurs, de ses ténors. C'est en cela que nous justifions notre existence. Parce que le premier combat, c'est d'obtenir, du Front populaire, c'est de parvenir à obtenir la reconfiguration de la classe politique en faisant partir tous ceux qui ont eu ce pays-là ces 30 dernières années. Parce que ce coup d'État-là, c'est leur coup d'État. C'est parce que la gouvernance a échoué que le M5 est né. Le M5 est né dans un contexte de misère, de désespoir quasi absolu. Je dirais même pas quasi, mais absolu, je vous dis. Et donc, quand on arrive à ce constat et qu'on se retrouve en rupture constitutionnelle, est-ce que c'est encore le moment de rester, sinon de monter sur les grands chevaux pour essayer d'endosser des postures principielles? Que non. Il faut sortir de ça. La politique des défilés de mode, là, on va sortir de ça. Et on va s'attaquer au problème de gouvernance qui passera par une refondation nationale. Donc, c'est malheureux qu'on arrive à un coup d'État, nous le savons, mais je vous rappelle la métaphore du verre. Oui. Est-ce qu'il faille voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Nous voyons le verre à moitié plein. Nous pensons que c'est une occasion pour nous, bien que malheureuse, mais de repartir à nouveau. Avec une nouvelle équipe politique, avec une nouvelle élite malienne. Dieu seul sait, nous sommes nombreux. Nous sommes à peu près 20 millions de Maliens. Vous avez des hommes et des femmes, mais vraiment de valeur, qui soient ici au pays, dans les villes, comme dans les campagnes, ici au pays, dans les capitales, comme à l'extérieur. Il faudra mobiliser le potentiel de ce pays-là pour refonder le Mali. Au lieu qu'on se retrouve pour passer tout notre temps à prendre des positions, nous sommes des démocrates. Qui n'est pas démocrate ici? Nous le sommes tous. Mais quels démocrates sommes-nous? C'est là la question. C'est ça l'interrogation. Nous voulons être de vrais démocrates. D'accord, d'accord. Monsieur Konaté, le dernier meeting célébrant le renversement du régime d'Ibeka s'est tenu vendredi, place de l'indépendance, au cours duquel le meeting, justement, le M5 RFP a parlé d'un parachèvement de sa mission par le CNSP. Alors, en scrutant de très près ces scènes de liesse populaire, avec notamment l'arrivée triomphale des membres de la junte, est-ce qu'on ne serait pas en droit de se demander s'il n'y avait pas une quelconque connivence, même si, justement, le CNSP avait rejeté en bloc cette allégation? Bon, par rapport à ta question, qui renforce encore ce que le parti évidemment s'était inscrit depuis le début d'un parti visionnaire, un parti qui a une mission qui sait là où il va. C'est pour cela que au début, on a été toujours mal compris par la population, qui demandait toujours il faut choisir de gauche ou de droite. On s'est dit que non, on a une vision, un objectif. Vous êtes plutôt du centre? Pas du centre, parce que... Vous faites l'intention d'avoir créé le centre. C'est que les gens pensent qu'on est du centre, mais en réalité, on n'est pas du centre. D'accord. C'est le seul parti aujourd'hui de l'Assemblée qui a été dissoute, qui s'est inscrit dans l'opposition républicaine. Qui a dit, voilà, le parti au pouvoir est là, nous, on n'est pas de cet avis. Nos députés ont dit clairement à l'Assemblée, nous ne sommes pas un club de soutien au président de la République. Donc nous savons là où nous voulons aller. Donc de dire que le mouvement M5
voilà la tendance, on reste dans nos bureaux, on prend la coloration, la température de la population. Non, nous on dit, c'est l'élite qui doit orienter, qui doit amener la population sur un objectif bien défini. Voilà la vision de Yelema. Nous, on ne s'assoit pas pour dire, voilà, les gens sont de gauche, on va vers la direction du vent. Non. Nous créons la direction du vent. Nous orientons le vent vers où nous voulons aller. Donc c'est pour cela qu'on ne s'est pas inscrit dans l'objectif du M5. Et nous voilà aujourd'hui, quand la gente est venue au meeting, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il n'était pas de connivence? D'où ma question, justement. Oui, c'est pour ça que je terminerai. Ta question me permet de pouvoir répondre autrement. Parce que dès que... On est dans un pays, tout ce que tu fais est interprété selon ce qu'on veut entendre de ce que tu dis. Et non de ce que tu dis. Il faut qu'on arrive à sortir de ça, de voir quand quelqu'un parle, qu'est-ce qu'il dit? Où est-ce qu'il veut nous amener? D'accord. La gente aujourd'hui est venue à la place de l'indépendance. C'est de pouvoir renforcer leur légitimité, de pouvoir montrer leur reconnaissance à la population. Parce que quand on essaie de voir ce qui a facilité le coup d'État, ce que je disais, ils ont bien planifié, ils ont bien réfléchi. C'est une gente qu'on peut dire que, différemment des autres, ils savent là où ils veulent mettre leurs pieds. Quand ils ont commencé, c'est l'analyse personnelle. Pourquoi ils ne sont pas venus directement à la résidence du président de la République? Ils savaient là où il était. Mais ils voulaient avoir une certaine légitimité de la population. C'est là ils ont laissé, la population est venue manifester leur intention de révolution. Ils ont laissé la population aller dans ce sens. Quand ils ont fait des tours, les images, quand on regarde les images, ils sont venus faire des tours au moment de l'indépendance que la population les soutenait. Donc ils ont ramené la population à les soutenir, à accepter mentalement ce qu'eux veulent. Donc par reconnaissance, cette même population ne peut pas sortir et qu'eux, ils ne viennent pas. D'accord. Donc moi, je vois leur participation dans ce sens. D'accord. Comme eux-mêmes, ils ont dit, oui. Ils sont avec personne. Peut-être que ça va nous amener à notre sujet de la transition. Oui. Parce que c'est ce qui va déterminer. Parce que si 2 ans, on les colle cette notation de pouvoir soutenir le M5, c'est-à-dire toutes les actions qu'ils auront à poser seront colorées de cette couleur. D'accord. Mais il faut qu'on arrive à savoir d'abord pourquoi ils sont là. Pour moi, ils sont venus pour la reconnaissance parce que c'est grâce à cette population que leur coup de force, qu'ils parlent coup de force, que j'appelle coup d'État, mais qu'ils parlent coup de force parce que ils ont vu que la population les soutenait. Absolument. Donc si la population me soutient dans une action, on reviendra à vous. Alors, M. Traoré, vous n'êtes pas politique. Voilà, vous n'êtes ni du M5, vous n'êtes ni du FPR, encore moins du Yelema. Alors, vous militez en faveur d'un collectif. Alors, comment interpréteriez-vous ce bain de foule qu'a pris le CNSP au cours du meeting tenu vendredi, place de l'Indépendance? Est-ce que, je reviens sur cette question, est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire, il y avait peut-être-il pas une connivence avec le M5, même si justement le porte-parole de la junte avait rejeté en bloc à travers une interview sur un média français que non, il n'y avait aucun contact avec le M5. Mais est-ce qu'on doit prêter de bonnes intentions à cela? Bon, comme tu l'as si bien dit, je me profite pour dire que le Sésame, le collectif de soutien aux efforts et à l'autorité de l'État malien, est apolitique. Nous sommes pour l'État. Et de nos jours, beaucoup de confusion se font là-dessus. Les gens confondent l'État au gouvernant. L'État est un ensemble. C'est nous tous qui le constituons. Ce n'est pas seulement les gouvernants. Donc ça, c'était un guillemet. Mais je crains beaucoup pour la gente. Vous savez pourquoi? La foule, il y a un ouvrage qui s'appelle La psychologie des foules. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... Qui parle de la personnalité qu'on peut avoir dans la foule. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Moi, j'ai condamné le coup d'État. Mais je pense que la sortie d'hier, je ne sais pas pourquoi... Avant-hier, on est dimanche. Voilà, la sortie d'avant-hier... on est dimanche aujourd'hui. Moi, je pense plutôt que c'était folklorique. Vous le pensez? Ou je le pense. J'ai le droit de dire ce que je pense.
c'est vice-versa. Peut-être c'était pour montrer qu'ils sont ensemble. Mais d'une part aussi, c'était pour que le M5 montre à la gente que nous avons, attention, nous avons encore de la force. Tandis que la gente doit être impartiale, comme vous le dites. Voilà, n'est-ce pas? Et ce qui sera préférable pour la gente, parce que ce cas-là, nous l'avons vécu. S'il faut encore une transition d'union nationale, s'il faut qu'il y ait de la classe politique, de la société civile, peut-être que ça va s'aboutir à un autre truc encore. Qu'est-ce que vous appelez truc, monsieur? Voilà, la chose leur truc? appartient. La chose leur appartient. D'accord. Moi, je serais d'accord que la chose appartient à qui, s'il vous plaît? À la gente. À la gente, voilà, soyons précis. Le M5 a peut-être été un élément déclencheur. Le pays allait mal. Tout le monde a eu l'opportunité de le savoir, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, pour que la responsabilité soit située, dans des autres pays, quand on parle de la démocratie, c'est une question d'équipe. Hein. On est habilité à amener son équipe. Mais c'est au Mali, c'est dans des pays africains qu'on entend toujours un gouvernement d'union nationale. Non, tu n'es pas de mon parti. Le peuple m'a fait, comment dirais-je, la confiance pour 5 ans. Je prends qui des droits, qui je veux. Ça doit être comme ça. Et on transforme cela en une phrase comme « il ne compose avec qui que ce soit ». Il a parlé de cela. Moi, j'ai dit, je ne dirais pas la légitimité, mais Ibeka était dans la légalité. Il était légal, mais il n'était pas légitime. La majeure partie du peuple n'était pas d'accord avec lui. Ça, c'est une illégitimité. Devrions-nous comprendre par là que vous défendez toujours l'ancien président de la République du Mali, Ibeka? Non. Moi, je ne le défends pas. Tout le monde sait qu'il était presque indéfendable. Je m'excuse, mais c'est comme ça que moi, je m'exprime. Mais qu'à cela ne tienne, il était légal. Il était légal. Quand on va encore encourager que tout le monde vienne pour passer vraiment cette transition-là. D'accord. Vraiment, ça sera du faux bon. Hein. D'accord. Alors voilà. Monsieur Sibi, alors tout le monde s'accorde à dire, enfin, en tout cas, lors du meeting, on a beaucoup parlé de parachèvement. Est-ce que ce travail de complémentarité ne va peut-être pas finalement poser un autre problème de paternité entre le M5 et la junte militaire? Paternité, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. La paternité, oui, du renversement. On sait que c'est eux qui ont posé l'acte. Bon, maintenant, le M5 qui fait ce meeting et puis le CNSP qui vient prendre un bain de foule. Est-ce que, finalement, ça ne va pas poser un véritable problème? Bon, poser problème, on peut avoir des problèmes comme on peut ne pas en avoir. Ça dépendra de comment est-ce que nous voulons bien gérer les choses, éventuellement. Mais le coup d'État, c'est le continuum, c'est la conséquence logique de tout ce que nous étions en train de vivre depuis des mois maintenant. Avec les sorties du M5. Donc le pays ne fonctionnait plus. Le président ne gérait plus rien en réalité. Le gouvernement n'arrivait pas à travailler convenablement. Vous avez vu combien de temps on a mis avec un gouvernement de 6 membres? Donc ça n'allait plus. Maintenant, voilà justement, donc ça nous a permis d'abréger cette situation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Je reviens toujours à cette question. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça le problème. Le M5, le M5 est assez représentatif, on ne va pas se mentir. Vous avez pratiquement l'écrasante majorité des Maliens qui se reconnaissent dans tout ce que disent le M5. Hein. Peut-être même ceux qui ne seront... Sauf que vous-même, en tant que parti jeune, vous n'adhérez pas aux idéaux du M5, vous ne les avez pas rejoints. Non, pas aux idéaux du M5. Ce serait trop dit, nous sommes en phase avec le M5. Vous êtes en phase sur toutes les questions. Mais vous n'êtes pas dans le M5. Non, nous ne sommes pas dans le M5. Pourquoi? Parce que le M5 demandait le départ du président de la République dans des conditions que nous ne sentions pas. Parce que ça pouvait avoir des conséquences. Je l'ai dit au départ, on est même heureux que ça s'est passé sans effusion de sang, sans que... Donc il y avait beaucoup de raisons de craindre le départ précipité du pouvoir pour le Mali. C'était ça la différence fondamentale entre le M5 et nous. Et la deuxième différence fondamentale, c'était quoi? C'est que le M5 disait que tout le problème du Mali, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous disons que non, ça c'est faux.
Tout le problème du Mali, c'est le système de gouvernance qui a pris son envol le 8 juin 1992. Et donc, si on veut régler de façon structurelle, suivez-moi très bien, les problèmes du Mali, il s'agit de défaire ce système. Et en le faisant, on va faire partir le président Ibrahim Boubacar Keïta, Choguel, Maître Tal, en fait, toute cette génération, Tapo, toute cette génération d'hommes politiques qui nous tiennent depuis 30 ans. C'est ça la position du Front populaire républicain, et même aujourd'hui. Donc on avait des réserves. C'est une des aspirations d'une importante frange de la population. Donc tout à fait, on avait des réserves par rapport au départ du président de la République dans ces conditions-là, parce que ça pouvait dégénérer. Donc c'était notre crainte. Nous sommes plutôt pour un processus. En fait, combattre le système dans le processus politique démocratique. Donc on était dans ça. Mais maintenant que nous avons ça, la question c'est quoi? Moi je pense que la question que l'on doit se poser, ce qui doit mériter notre attention, c'est comment sortir de cette situation. Et en cela, c'est d'aller naturellement, parce qu'il n'y a que deux scénarios, soit les militaires s'approprient le pouvoir, et ça c'est déconseillé, nous n'allons pas accepter ça. Ou bien, le deuxième scénario, c'est quoi? C'est qu'on aille vers une transition en appelant tout le monde. Appeler tout le monde ne veut pas dire que, eh bien, on va appeler tout le monde pour partager des postes. Oui, c'est ça, partage du gâteau. Non, donner un caractère inclusif à la chose. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Maintenant, à partir de là, qu'une équipe soit, que l'on convienne d'une équipe avec une feuille de route, des termes bien précis. Donc un gouvernement de mandat, pas d'union nationale. Je n'aime pas ce terme parce que ça ne veut rien dire. Mais un gouvernement de mandat, de mission si vous voulez bien. Vous avez parlé de feuille de route et tout le monde l'attend, cette feuille de route. On va aborder d'autres questions plus intéressantes au cours de ce débat. Monsieur Konaté, alors les nouvelles recommandations, faute de dire exigences de la CEDEAO, ont été vivement fustigées par les manifestants vendredi. Et que faut-il comprendre dans cette nouvelle posture de la CEDEAO qui exige le rétablissement d'Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonctions? Assez rapidement, s'il vous plaît, en 2 minutes, puisqu'on est à peu près à une quarantaine de minutes déjà d'émission. Ok, par exemple, quand on essaie d'écouter la CEDEAO, c'est comme on dit, c'est irréaliste. Parce que moi, je suis de voir quoi. Parce qu'il demande de rétablir le président Ibeka dans sa fonction de président de la République. Est-ce que lui-même, si on lui donne le pouvoir, il peut venir dire encore qu'il est président de la République du Mali? C'est cette question qu'on doit se poser. Souvent, il ne faut pas dire voilà ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut, notre souhait a quelles conséquences sur les résultats de notre souhait. Donc aujourd'hui, il ne peut pas venir. Il va diriger comment? Avec quelle armée? Avec quelle population? Il aura confiance en qui encore pour travailler? Donc ça c'est irréaliste. Ça relève purement de l'utopie. C'est de l'utopie, il faut qu'on arrive à sortir de ce cadre. Mais qu'est-ce qu'on veut? Parce que la CEDEAO, on comprend, hein? C'est des chefs d'État. Il faut que la CEDEAO sorte de ce carcan de chefs d'État, mais que ça soit la CEDEAO qui sera une CEDEAO qui sera de propositions pour la réforme même de la zone. Il faut qu'on accepte aujourd'hui que les gens ne réfléchissent plus de la même manière il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a une nouvelle génération qui est là, qui réfléchit différemment. Nous avons une nouvelle façon de faire notre pays. Nous avons une façon différente de faire la relation intercommunautaire, la relation entre les États, comment ça doit évoluer. Mais tant que la CEDEAO ne comprendra pas cela, ne va pas accepter que, aujourd'hui, quand la CEDEAO dit qu'ils vont faire l'embargo, c'est comme un vendeur d'eau dans une ville où la population a soif. Il n'a que revenu que de vendre l'eau. Tu refuses de vendre l'eau. Tu penses que tu payes la population, mais tu oublies que toi aussi, tu ne pourras plus vendre. Tu es en train de consommer de l'électricité, mais tu es en train de construire ta propre perte. Donc, les autres États qui refusent la collaboration avec le Mali, ça veut dire toute l'économie que le Mali aussi
devrait les accorder, ils sont en train de fermer cela. Donc il faut qu'on arrive à revoir différemment. Si nous voulons collaborer, ça doit être sur quelle base? Qu'est-ce que nous allons poser comme action? Donc, les sanctions de la CEDEAO sont... Pour vous résumer, ça risque justement, les sanctions de la CEDEAO risquent d'entraîner un effet boomerang. Un effet boomerang qui ne va pas dépasser quelques jours. D'accord, Monsieur Traoré, les menaces justement de la CEDEAO proférées sous forme de sanctions à l'encontre du Mali auront-elles des effets immédiats sur l'économie du pays, comme on l'a vu lors du bras de fer qui avait opposé le CNRDRE à cette institution sous-régionale en 2012. C'est presque répétitif. Oui, mais ce que j'aimerais éclaircir d'abord, ça c'est, il est logique que la CEDEAO prenne des sanctions de César. Parce que nous sommes dans un pays démocratique. Est-ce que le Mali ne souffre pas assez? Bon, moi je ne dirais pas ça comme ça. C'est nous qui l'avons choisi. Ce système de pouvoir-là, c'est nous qui l'avons choisi. Donc, il est logique. Il est logique qu'ils prennent des sanctions de ces genres. Mais moi, je pense qu'ils ont revu vraiment les sanctions, n'est-ce pas? Voilà. Notamment à travers le tweet du président sénégalais Macky Sall. Voilà. La CEDEAO, elle est dans son droit de parler ainsi. Mais il faut que les Maliens comprennent aussi que, et ils l'ont dit uniquement dans le sens de toujours condamner les coups d'État. Ça, c'est logique. De nos jours, nous sommes nombreux à réprimer, nous sommes nombreux à dire non, et la CEDEAO n'a pas le droit de dire cela. Non, nous avons accepté d'intégrer ces groupes-là, n'est-ce pas, qui est la CEDEAO. Donc, il y a des règles qui sont régies là-dedans. Donc, nous devons accepter ça. Et moi, je pense que en revoyant déjà les sanctions, je peux dire que ça pourra aller mieux. Mais en toute honnêteté, ce qui pourra réellement aller mieux, ça c'est les Maliens. Les Maliens, ce sont les Maliens qui doivent changer de comportement. J'insiste là-dessus. J'insiste. Parce qu'une fois octroyé les pouvoirs, c'est donné. Avant qu'on le donne, nous devons y réfléchir. Nous devons vraiment revoir nos positions de donner les pouvoirs. Quand on essaye de voir, en dehors même de la politique, Anga Horonya, moi j'étais octroyé les pouvoirs pour 5 ans. Parce que j'ai eu cette confiance. Aujourd'hui, pourquoi j'insiste là-dessus sur les partis politiques? Moi je dirais qu'il n'y a plus de confiance entre le peuple et les partis politiques. Ce n'est un secret pour personne là. C'est un secret de polichinelle. Hein? Voilà, voilà. D'accord. Oui, allez-y, je vous laisse voilà, faire votre réflexion quand même, M. Traoré. Oui. Vraiment, ça a des conséquences. Oui. Qu'il y ait un embargo, qu'il y ait des embargos, qu'il y ait quoi que ce soit. D'accord. Ce coup d'État aura des conséquences graves sur le Mali, sur l'État. Et c'est l'État que nous défendons. Voilà. Si on reprend assez rapidement les choses en main, est-ce que les conséquences seront aussi gravissimes, comme vous le dites? Mais non, c'est dommages collatéraux. Tu crois que qui va payer tout ça? C'est l'État. Je suis désolé, c'est l'État, c'est l'argent du contribuable qui va payer tout ça. D'accord. D'accord. Alors, M. Sibi, après justement la nouvelle conférence de la CEDEAO tenue jeudi, une nouvelle médiation entamée samedi, c'était hier par Goodluck, Jonathan, et jusque-là, toutes les autres, en tout cas les précédentes médiations, s'étaient soldées par un échec. Que doit-on finalement attendre de cette nouvelle mission dépêchée hier à Bamako, et puis une arrivée qui a été même un peu contestée au niveau de l'aéroport? Non, on n'attend pas grand-chose de ce énième voyage de la CEDEAO. Mais écoutez, la CEDEAO est dans son rôle. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Qu'ils appellent les gars de Kati pour dire que félicitations, vous avez fait un bon boulot. Non, mais soyons sérieux. Chacun est dans son rôle. C'est des chefs d'État. Il y a un système, il y a des règles qui sont établies. Bah, ils sont les garants de ces règles-là, de ce système-là. Donc c'est des principes, c'est des positions de principe, encore une fois. Donc il faudra comprendre ça. Bon, ça vient, ça passe, mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on sera obligé de faire face à la réalité. Donc on n'attendra pas grand-chose de ça. Ils sont dans leur rôle. Je ne sais pas, c'est comme les gardiens du temple. Donc ils jouent leur rôle. Mais le peuple aussi est là, à ses réalités. Le peuple aussi est dans son rôle. C'est un jeu de rôle. Que cela soit compris. Mais maintenant, le gros du boulot, c'est nous-mêmes Maliens. Encore une fois, je le répète, il faudrait que l'on se retrouve et que l'on se dise de quel Mali voudrions-nous?
pour qu'on ne soit pas toujours obligé de nous retrouver dans des situations pareilles, pour que d'autres se sentent aussi obligés, comme la CEDEAO, d'intervenir à chaque fois, parce que nous sommes liés, on a signé des choses, nous sommes engagés, on est ensemble, et si heureusement qu'on est ensemble. D'accord. Donc le gros du boulot, c'est aux Maliens de se retrouver et de sortir leur pays de cette situation, qu'on ne se laisse pas divertir encore une fois par des positions de principe. On aille attaquer le fond des questions. On a du boulot, on a un peuple à relever, on a un État à refonder, on a du pain à donner, du travail. Donc vous voyez, que de chantiers. Il y a tellement de chantiers dans ce pays-là. Il a été dit. Donc qu'on se concentre bien entendu, qu'on dirige nos efforts sur ces choses-là, quoi. Absolument. Il a été dit sur ce même plateau que la CEDEAO s'apparente plutôt à un club Med. Alors, une petite fenêtre assez rapidement sur l'actualité ivoirienne, quand on sait que le nom du président ivoirien circule beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment au Mali, alors que lui-même a été investi samedi par son parti pour finalement officialiser sa candidature. Qu'en pensez-vous? Bon, nous ne personnalisons pas les choses. En fait, le président Ouattara officie au nom de la CEDEAO. Je crois qu'il a les qualités pour ça. C'est dans le cadre de la CEDEAO. Il n'appelle pas à partir d'Abidjan pour dire que je suis le président de la Côte d'Ivoire, je suis aussi le président du Mali ou je suis votre parrain. Ça n'est pas ça. C'est toujours dans le cadre de la CEDEAO et des conventions qui nous lient, quoi. Oui, justement, surtout qu'il y a une voix beaucoup plus autorisée que la sienne. Mais maintenant, ce qu'on peut, en exercice. tout à fait. Mais ce qu'on peut ressortir de votre question, c'est quoi? C'est cette question de légitimité ou de phasage, en fait. Vous savez, c'est ça le problème. Hein. L'élite n'est plus en phase avec les peuples. Que ce soit au Mali, au Niger, je l'ai dit sur plusieurs plateaux, la CEDEAO c'est un échec. Ça, on n'a même pas. La CEDEAO existe depuis 45 ans. Je l'ai rappelé à maintes reprises. Toutes les fois que j'ai eu l'occasion de le faire, je l'ai fait. La CEDEAO, cette CEDEAO n'est pas pour donner la bonne gouvernance, pour en fait comprendre les peuples, puisque c'est constitué de chefs d'État, de responsables qui, pris isolément sur le plan interne, ont des bilans catastrophiques. Les problèmes que vous rencontrez au Mali, c'est les mêmes problèmes que nos frères du Sénégal ont. C'est les mêmes problèmes au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Oui, absolument. Donc c'est pareil, c'est l'institution qui a échoué. Est-ce que vous comprenez? Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez tirer de cette institution qui soit dans le sens des masses, des peuples? Rien du tout. D'accord. Donc c'est assez logique que la CEDEAO ne comprenne rien, enfin peut-être comprenne, mais est-ce que vous allez imaginer le président Ouattara dire que oui, c'est vrai, Ibrahim Boubacar Keïta, il en avait trop, il avait trop fait, vraiment, donc c'est salutaire. Il ne va pas dire ça. Lui-même, les Ivoiriens ont temps à lui reprocher. Ouais. Donc, ils ne vont pas s'opposer, ça c'est pris sur le plan individuel. D'accord. Donc, on ne peut pas attendre grand-chose de la CEDEAO. Moins d'un quart d'heure à passer ensemble, hein. Je vous demande de faire bref. Hein. Le CNSP a promis la mise en place rapide, justement, d'un organe de transition qui sera dirigé soit par un civil, soit par un militaire. Et d'ores et déjà, des consultations ont été ouvertes à l'ensemble des forces vives de la nation, monsieur Konaté. Doit-on prêter de réelles intentions à la junte militaire de céder le pouvoir dans les plus brefs délais? La question, est-ce qu'on doit prêter pour qu'il cède dans les plus brefs délais? Oui. Parce que souvent, si on se focalise sur le même scénario qu'on est en train de poser encore, que les précédents coups d'État. Le scénario de 2012. 2012, 81, c'est toujours ça. On pense qu'il y a coup d'État, les militaires, il faut un bout de temps, on change. C'est pas ça l'objectif. Pourquoi on est arrivé à ce niveau? On peut peut-être rappeler, en tout cas, que le CTSP avait réussi quand même une transition. Je viens de développer. Pourquoi on est arrivé rapidement à ce niveau? Ouais, rapidement, si on fait, peut-être que les gens ne pourront pas mieux comprendre ce que je veux, ce que notre parti veut comme proposition. D'accord. Parce qu'il faut qu'on arrive à se fixer un objectif. Est-ce qu'on veut réformer le Mali ou nous voulons déplacer les problèmes, de changer la tête?
si on veut changer la tête, on donne 9 mois, on se fixe une année, on fait tout propre, le résultat, on retourne en arrière. Mais une transition d'abord, qu'on se fixe l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut comme transition? Nous proposons une transition neutre. Transition neutre, ça veut dire que personne ne sera exclu. Mais une transition où tous en plusieurs positions, peut-être si j'ai le temps de pouvoir développer. Malheureusement, c'est le temps qu'il faut maintenant. Mais je vais faire un résumé. Allez à l'essentiel. À séparer les dirigeants de la transition et le gouvernement. Feriez-vous partie de cette transition si vous étiez appelé, Yéléma? Yéléma se sent plus à bien être un organe de proposition de solutions, de voir comment on peut réformer plus que d'être intéressé par des postes. D'accord. Donc, je n'ai pas fini. Oui, sauf que, excusez-moi, on est à 10 minutes de la fin du débat. Oui, allez-y, 30 secondes quand même, je vous l'accorde. Une transition neutre, ça veut dire qu'on arrive à dissocier. Donc, si tu prends part de la transition, c'est-à-dire que tu ne dois plus d'avoir d'intention pour pouvoir ne pas orienter la transition vers l'après-transition. D'accord. Il faut qu'on note sur ça. Oui. Je rentre dans la transition, je laisse tout pour construire, pour réformer, sans parti pris, pour donner une mission, une orientation à notre pays. Ceux qui viendront après, voilà la feuille de route. Quand tu deviens président, tu deviens premier ministre, voilà la feuille de route, la ligne de conduite que tu dois suivre. D'accord, monsieur Traoré. Mais tu ne peux pas orienter cela et être partie prenante dès maintenant. C'est bien noté, monsieur Konati. Monsieur Traoré, excusez-moi, on est pris par le temps. Je suis obligé de faire un peu vite. Est-ce que cette transition, comment vous la voyez? Est-ce que les pouvoirs, enfin le CNSP va-t-il facilement céder le pouvoir sans un militaire? Puisque déjà, on va essayer peut-être de jouer encore sur les mots, on parle de paramilitaires au sein de cette transition. Moi, je dirais quand même que si ça se tombait encore dans la main de ces mêmes gens, le coup d'État n'aurait servi à rien. Quand vous dites ces mêmes gens? Oui, les politiques. Ah, d'accord. Les acteurs politiques. Mais il y a un acteur politique à côté. Ce n'est pas pour le frapper. Mais malheureusement, c'est la triste réalité, quoi. N'est-ce pas? Moi, j'aurais voulu que cette transition soit dirigée par des nouvelles têtes, par exemple. Des gens qui n'ont jamais eu comment dirais-je là, à tremper dans ces genres de gouvernement. Par exemple, quand on prend le M5, il y a plusieurs éléments dans le M5 qui servi ces gouvernements. Oui, absolument. Voilà. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais ils ont failli. Ils ont montré leurs limites. Moi, j'aurais voulu que ce soit des nouvelles têtes, n'est-ce pas? Et que la gente ne soit même pas trop pressée pour l'octroyer. Parce qu'en réalité, l'histoire ne fait que se répéter. On va faire ça, ce sera encore... Que la junte ne soit pas trop pressée, donc ça voudrait dire que le pouvoir va rester au maire de la junte. On est d'accord? J'ai pas dit ça. Mais, par exemple, ce qui est sûr et certain, les politiques sont tellement pressés qu'on leur donne encore... Tout le monde appelle au retour de l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas une question pour le Mali. C'est ça le problème. Malheureusement, c'est ça. Il l'a dit, le politique. Nous avoisinons les 200 partis politiques. C'est quoi? Pour moi, ça, c'est excessif. C'est excessif. Et si réellement ils tenaient à mettre frein au régime d'IBK, pourquoi ils ne se sont pas donné la main, comme l'a fait le Sénégal, par exemple? Donc, que la gente soit lucide. Ça, c'est... Parce qu'en réalité, il faut que les gens aient peur. Ça, c'est très important. Il faut... Quand on a remis le pouvoir à IBK en 2013, c'est parce que nous voulons que nous ayons peur. C'est parce que nous voulons qu'il nous redresse. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Lui, il avait décliné une personnalité autre. Les Maliens n'avaient pas compris, même y compris moi. Moi, j'ai voté pour lui en 2013. Je me suis trompé. Nul n'est indéfiniment infaillible. D'accord. Voilà. D'accord. Le réalisateur me fait signe qu'on n'a que 5 petites minutes. Juste. Je finis. Oui, assez rapidement. Encore une fois, que les Maliens prennent conscience. Comme on le dit en Bambara, c'est nous qui sommes le peuple.
Et c'est nous qui leur octroyons le pouvoir. D'accord. Monsieur Sibi, quel type de transition, en fin de compte, pour le Mali? Doit-on composer, enfin vous l'avez dit, hein, si les téléspectateurs vous ont compris, hein, doit-on composer encore avec les acteurs politiques comptables, justement comme il le dit, de la gestion d'IBK, ou doit-on s'orienter vers une véritable refondation avec l'émergence de nouvelles figures pour opérer une véritable rupture dans la gestion des affaires de l'État? J'ai confiance dans ces militaires-là qui ont pris le pouvoir, mais j'ai vu l'élément d'hier là sur l'office des radios, sur l'ORTM, m'a inquiété. Qui est-ce que j'ai vu? J'ai vu ces mêmes gens qui nous ont conduits à là, qui ont pourri ce pays progressivement pendant 30 ans. C'est ces mêmes gens que j'ai vus autour de la table, qui sont en train de se bousculer pour ensuite rentrer dans ce gouvernement et reprendre le pouvoir comme ils l'ont fait en 2012. Donc ce sera 2012 IBK sans IBK. 2012, faire du IBK sans IBK, justement. 2012 a été... 2012, on l'a raté. On n'a pas pu en faire une occasion pour rebondir. C'est parce que justement, donc je vois le même phénomène en train de se... Bien que appeler tout le monde, mais que l'on se comprenne. Je vous dis, tous ceux qui se sont retrouvés avec ce pays ces 30 dernières années doivent comprendre, mais je suis vraiment sérieux là, doivent comprendre que nous allons sonner le glas pour eux. S'ils ne veulent pas, par amour de ce pays-là, s'inspirer, se laisser inspirer, divinement inspirer, pour se dire que c'est la fin d'un temps qui s'approche. Et qu'il est temps, nous l'avons fait 30 ans en train de travailler pour le Mali. Il y a eu des acquis, mais aussi il y a eu des travers. Et qu'il y a, le Mali, ça n'est pas nous seuls. Il y a une génération d'hommes qui sont capables, décidés à prendre en main leur propre destin. Je vous dis qu'ils subiront le même sort que le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, je puis vous le dire. Parce que notre détermination est infaillible, je vous le dis. Ce pays, nous allons le prendre. Plus personne de cette génération ne décidera de notre sort pour nous imposer un sort malheureux. Nous n'avons pas eu d'école pendant 30 ans. Vous voyez, les produits, on n'est même plus compétitifs. C'est leur faute. Les Maliens ont faim. C'est parce que le secteur agricole, les politiques agricoles, ces 30 dernières années, vous savez ce qu'elles ont été. Donc je ne vais pas ici dérouler tout leur forfait. Mais c'est quand même quelque chose qui a attiré mon attention et c'est une source d'inquiétude. Nous voulons d'une transition avec des hommes irréprochables, de nouvelles têtes, de Maliens, qui n'ont que pour, comment dirais-je, qui n'ont que pour rétroviseur le peuple malien. Le peuple malien, d'accord. Donc, que ce soit une transition comme ça. Merci. Et sur la base d'une feuille de route, comme je l'ai dit, défini de commun accord. Maintenant, on vient, nous sommes une équipe de mission, nous savons ce que nous devons faire. S'il y a quelqu'un pour la reconstruction citoyenne, eh bien, il sait ce qu'il doit faire, si c'est 2 ans, 3 ans, dans ces années-là, le temps que la transition prendra, et donc ils seront tenus au résultat. D'accord. Et si d'aventure, je le répète encore, on retrouvait ces mêmes têtes, je vous dis que tout ce sacrifice-là, des gens ont été tués jusque dans les mosquées, ils ne sont pas morts pour ça. Ils sont morts pour que Ibrahim Boubacar Keïta et tous ses collaborateurs et sa génération, que tout le système s'en aille. Merci. Donc, je dis aux militaires, respectons la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie. Il y a aussi des militaires parmi ceux qui ont perdu leur vie. Absolument. Depuis 2012, vous êtes en train de tomber. Vous êtes en train de tomber comme des mouches. Et c'est la faute à Ibeka, c'est la faute à Moutagatal, c'est la faute à Chodel, c'est la faute à Oumar Ibrahima, de toute cette génération d'hommes politiques. Et nous sommes nés justement pour leur faire. Cette émission arrive pratiquement à sa fin. Dernier mot, mais en 1 minute, quoi, s'il vous plaît. Chacun va avoir 1 minute pour conclure. À commencer justement par vous, Monsieur Sibi. Alors, le dernier mot, c'est un appel. Après que je me sois rassuré, effectivement, que nos militaires qui tiennent le pouvoir aujourd'hui ont compris qu'effectivement, on n'a plus le droit de faire du IBK sans IBK. Ce serait une insulte grave à la mémoire des soldats tombés, parce qu'on a très mal géré le pays, que
eh bien, on ne pouvait arriver qu'à cela. Ce serait une insulte grave aux victimes qui sont tombées dans cette lutte du mouvement M5, que nous saluons au passage. Donc maintenant, cet appel, il est pour la génération consciente, pour la jeunesse malienne en l'occurrence. Merci. Vous qui avez tout à perdre. Merci beaucoup, M. Sibi. Et M. Konaté, forcément, vous avez également droit à 1 minute pour conclure. Ok. Ma conclusion se va à ce que l'imam a dit hier. Quand j'écoutais ceux qui sont venus avant lui, j'avais commencé à avoir peur. Certains parlaient de vengeance, d'emprisonnement, d'interpellation. L'heure n'est plus de dire qui a fait quoi, qui était fautif, qui n'est pas capable, mais l'heure est à la construction. Tournons-nous vers l'avenir. Comme j'ai l'habitude de le dire, si tu n'es pas capable de tirer des leçons de ton présent, c'est que ton avenir n'est qu'une illusion. Donc, tirons des leçons de ce que nous avons vécu, orientons-nous vers le futur. Merci. Et je suis sûr que ces militaires qui sont devant nous, nous Maliens, nous sommes capables de tirer des leçons de ce que nous avons vécu et nous allons construire notre pays pour le futur avec l'ensemble, sans exclusion, et l'ensemble de la couche sociale malienne. Merci beaucoup, M. Konaté. Et enfin, M. Traoré, quel avenir pour le Mali pour conclure? En 1 minute. Ok, moi je m'adresse encore à la gente, parce que ce sont eux qui détiennent la chose, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on a toujours dit. Le pouvoir est comme une source d'eau claire. On la regarde, on s'y regarde. Tandis qu'au fond, tu trouveras que la boue est mêlée au sable. Ça veut tout simplement dire que il est très délicat, le pouvoir. Ils doivent se fixer des objectifs. Et ils ne doivent en aucun cas vraiment aller au-delà de ces objectifs. La foule que j'ai vue avant-hier, tu sais, c'est cette foule-là qui rend perdu l'être humain. En t'acclamant par cette foule-là. C'est ça le véritable bonheur du pouvoir. C'est ce qui fait qu'on perd ses objectifs. Merci. Donc, qu'ils essayent de toujours se souvenir de ce qu'ils ont dit au début au peuple malien. Merci. Et pour finir, que le peuple malien comprenne que c'est lui qui perd toujours. C'est nous qui perdons. Merci. Voilà. Comme quoi les hommes civils ou militaires seront en fin de compte jugés, non pas par les paroles, mais par les actes. On avait là M. Traoré, Oumar Sori Traoré, président du Sésame, collectif de soutien aux efforts et à l'autorité de l'État. Merci d'être passé également comme invité aujourd'hui sur ce plateau. Abdoul Karim Konaté, représentant le parti ILMA. Merci infiniment. Et enfin, M. Mamadou Lamine Sibi, président du Front populaire républicain. Merci. Merci. On garde l'écoute, on reste ensemble et on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 21h45 sur cette même chaîne pour la version en langue nationale à Bamanakan de 100 langues de bois. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV et à très bientôt. Merci. Merci encore.